Hachette Livre, très brièvement, c'est le premier éditeur français, c'est le 3e mondial, avec une présence aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne. En France, c'est 60 marques éditoriales, 8000 nouveautés par an, un catalogue d'e-books sur les France qui est plus de 25 000 titres et en croissance permanente. C'est aussi, Hachette Livre, beaucoup d'implications dans le monde du numérique. Le monde du numérique, c'est un monde mouvant, c'est un monde qui bouge tout le temps. Il y a des choses qui changent périodiquement. Vous avez fait des EPUB, vous êtes très content, vous les avez validés à un moment donné. 2 ans plus tard, ils sont plus valides parce que les outils de contrôle ont changé. Une première chose que je dis souvent lorsque j'interviens sur l'édition numérique en EPUB, vous avez pu mettre des workflows en place, des outils de création, des outils de transformation, mais sachez que de toute façon, vos EPUB, vous aurez à les refabriquer. On a l'expérience chez Hachette Livre, on a commencé à faire des EPUB en 2009, on a l'expérience de les avoir au moins fabriqués 4 fois. Donc voilà, et on n'a pas fini, parce qu'aujourd'hui, à date, on verra à la fin de la présentation, mais à date, nous fabriquons toujours nos EPUB de littérature générale, donc qui sont les EPUB texte, standard, très simples, nous les fabriquons toujours dans la version 2. Or, la version 3 existe, donc bien sûr, nous allons les fabriquer une 5e fois. Voilà, donc c'est un monde mouvant. Hachette Livre est très impliqué dans ce monde, parce qu'en fait, nous soutenons foncièrement, en tant que grand groupe, nous soutenons les standards. Nous sommes contre les formats propriétaires, et c'est pourquoi nous nous battons pour l'EPUB. Et nous sommes membres de l'IDPF depuis 2011, donc l'institution internationale qui normalise le standard EPUB. Nous essayons non seulement d'utiliser ce standard, mais d'agir pour son évolution, pour sa mise en œuvre. Et en particulier, nous sommes membres aussi de la fondation Ridium, qui émane de cette institution IDPF, qui a mis en place des moyens de développement pour un software development kit, c'est-à-dire des briques logicielles qui permettront à tout acteur qui veut faire une application de lecture d'EPUB 3 de disposer, dans le cadre de cette association, de licences gratuites pour les EPUB, les briques logicielles. Donc, Hachette Livre est très impliqué au niveau international également, puisque nous sommes membres du W3C. Nous sommes membres de cette organisation qui fait la recommandation du web, qui fait évoluer le web. Et nous agissons actuellement de façon très forte dans le cadre d'un groupe de travail du W3C qui est le Digital Publishing Interest Group. En gros, qu'est-ce que l'Open Web Platform, qu'est-ce que les outils du web peuvent bien apporter à l'édition en général, numérique ou pas d'ailleurs. Et on s'aperçoit qu'il y a pas mal de manques dans le monde du web par rapport à l'édition. Et les gens du W3C s'en sont rendus compte. Il est par exemple très difficile aujourd'hui, même si vous avez un superbe contenu en HTML5, très difficile de faire une très bonne composition du texte. Et la notion de page qui est à la fois très connue dans le monde du web, parce que qu'est-ce que c'est qu'une page web ? Tout le monde sait ce que c'est qu'une page web, c'est un fichier HTML. À la fois aussi très connue dans le monde du papier, puisque fondamentalement, le papier, c'est mettre des contenus sur des pages, avec des outils de mise en page. Et bien, ces deux pages ont du mal à se rencontrer. La page web a du mal à rencontrer la page papier. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'Hachette est très impliqué dans le W3C en ce moment à ce sujet. Il y a aussi, et nous allons le voir, dans la distribution numérique, la nécessité de propager ce que les éditeurs veulent faire savoir des e-books et des livres papier, bien sûr, mais aussi des e-books. Si vous n'avez pas de métadonnées, c'est-à-dire de données descriptives de vos e-books correctes, bien renseignées, bien riches, puisque les e-books ne sont vendus que sur des sites web ou des boutiques web, vous n'avez pas la description de vos e-books. Et donc, il y a toute une nécessité de transporter cette information. Et qui dit transport, dit aussi standard. Le standard, là, en l'occurrence, c'est le standard Onyx. Hachette Livre est très impliqué aussi dans le standard Onyx. Je suis membre du groupe Onyx France. Et ça fait partie de nos actions très, très militantes, quelquefois très pointues, quelquefois assez compliquées, un peu pinailleuses. Par exemple, nos amis américains, le monde anglo-saxon ne fait pas la différence entre une série et une collection éditoriale. Une collection éditoriale, tout le monde sait ce que c'est la collection Collège de France chez Fayard.
grande collection. Et tout le monde sait ce que c'est qu'une série. C'est la série Titeuf, la série Les 4 Invincibles. Voilà, ça c'est une série en bande dessinée. Ce sont deux choses différentes. Parce qu'une série, en général, on achète le tome 1 avant d'acheter le tome 2, avant d'acheter le tome 3. Alors que dans une collection éditoriale, on peut acheter les livres au hasard. On prend celui-là parce qu'il est pertinent, son auteur nous intéresse, son sujet nous intéresse. Et les Américains, les Anglo-Saxons ne font pas la différence entre ces deux notions. Donc on s'est battu et on a obtenu une création dans le cadre de Onyx de codes bien particuliers pour faire la différence. Ça fait partie des actions qu'on mène. C'est très pointu, c'est très technique. Néanmoins, ça permet de mieux distribuer, diffuser les produits numériques que nous fabriquons. Ce que je vous propose aujourd'hui, assez rapidement, c'est de remonter la chaîne de l'expérience de lecture. Vous avez tous lu des e-books, où vous en lisez, vous les lisez peut-être sur votre smartphone, sur votre ordinateur, éventuellement sur des liseuses. On va essayer de remonter cette expérience en se demandant à chaque étape, comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que je puisse lire un e-book sur une liseuse? Il a fallu qu'il arrive sur la liseuse. D'où est-il venu? Sans doute d'une boutique. De cette boutique, comment a-t-il été possible que cette boutique sache de quel e-book il s'agit, etc., etc. Et on va remonter comme ça jusqu'à la question de la création de l'e-book lui-même. Et on va faire suivre ce fil rouge en se mettant à chaque fois un peu dans la peau de chaque acteur. Donc au programme, la première idée, c'est de valider ou de revoir avec vous rapidement l'expérience de lecture. Ensuite, prendre la problématique qui est un peu industrielle, effectivement, de distribution. Je peux vous en parler, puisque Hachette Livre est à la fois un éditeur, un groupe d'édition, donc je vous ai dit 60 marques en France, mais aussi un groupe de distribution. C'est-à-dire que c'est un acteur qui distribue des livres papier, mais aussi des livres numériques, avec toute une chaîne de distribution numérique. Ça a des enjeux très importants, que ce soit en termes de délai de livraison, parité, on va voir toutes ces choses-là. Il y a des aspects contractuels avec l'ensemble des acteurs. Et si on fait quelque chose d'assez innovant, on a une problématique par rapport à l'ensemble des acteurs. Et puis, en amont encore, il faut bien sûr fabriquer ces e-books. On pourra le voir à la fin. Voilà. Alors pour planter un peu le décor, je travaille donc dans la direction innovation et technologie numérique chez Hachette. Cet exposé d'aujourd'hui, il va être un peu, il va pas être aussi fun que mon collègue précédent. Il va être un peu industriel, mais néanmoins, il n'y a pas de possibilité pour des acteurs qui font autant de titres que nous, de ne pas pouvoir distribuer industriellement. On ne peut pas rentrer dans un principe où on va être dans du 1 pour 1. Imaginez que, comme on a une trentaine d'acteurs à qui on distribue des e-books, des e-pubs, si chaque acteur nous demandait des spécificités pour un meilleur affichage, suivant la liseuse, suivant la tablette, suivant le système Android ou iOS, suivant... eh bien, on ne va pas rentrer dans un ajustage unitaire de chaque e-book pour que ça se voit correctement sur chaque plateforme. On est plutôt dans une démarche complètement inverse, qui est de dire il faut supporter les standards, il faut faire que les standards soient supportés par tous, donc dans une militance pour que les standards soient supportés par tous, de façon à ce que nous, éditeurs, nous fassions un seul fichier qui correspond le plus possible à la ressource éditoriale et qui soit accessible, lisible, rendu disponible, aussi en termes d'accessibilité pour les aveugles, sur toutes les plateformes. Donc le marché des outils de lecture, vous avez là les deux grandes catégories. Vous avez historiquement les liseuses. Qui pratique la lecture sur liseuse parmi vous? Ah, super. Donc les liseuses, qui sont des écrans particuliers, des écrans à encre électronique, qui ont l'intérêt de ne pas consommer beaucoup, puisqu'ils consomment uniquement quand on change de page, et qui ont des avantages aussi par rapport à la qualité de restitution en plein soleil, etc. Mais des difficultés par rapport à la couleur et éventuellement même à la vitesse de réaction. Il y a maintenant des liseuses qui ont des navigateurs intégrés.
et avec des connexions Wi-Fi. Ça fonctionne, mais ce n'est pas d'une rapidité folle. Mais ce sont des appareils dédiés et les grandes catégories de liseuses permettent, à des coûts très raisonnables, d'avoir un matériel qui permet une lecture immersive, ce qui est parfait pour le roman, et qui permet également de stocker des milliers de livres, la plupart du temps aussi avec des extensions sur des cartes SD, des choses comme ça. Ça, ce monde-là perdure, même s'il se vend de moins en moins de liseuses. Il s'en vend de moins en moins, mais ce monde perdure. Il y a une vraie continuité en termes de maintenance de marché soutenu, mais également l'e-ink, donc l'encre électronique, commence à se disperser un peu partout. Vous commencez à avoir des montres en e-ink, vous commencez à avoir des smartphones avec une version écran couleur d'un côté, et de l'autre côté une version e-ink, c'est le Yotaphone. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir Yotaphone. Ça vient de sortir, ça a été lancé en décembre à Londres. Vous avez à la fois un très très bon smartphone Android d'un côté, bon ça c'est un iPhone, et de l'autre côté, en miroir, un écran d'encre électronique qui consomme peu, donc ce qui fait que vous pouvez l'utiliser, cet écran d'encre électronique sur ce smartphone, comme un peu un écran qui vous met les notifications, qui vous annonce si vous avez des mails, des choses comme ça. Et il va vous permettre d'avoir une semaine d'autonomie. Rendez-vous compte, pour un smartphone de ce niveau. Voilà, donc ça, l'encre électronique n'a pas dit son dernier mot. Et il continue à apporter beaucoup de choses sur les objets connectés et les smartphones. Bien sûr, vous avez vu toutes les tablettes, à commencer par le lancement en 2010 de l'iPad, qui a été le précurseur de la lecture numérique sur tablette. Mais maintenant, Android et plein d'autres systèmes ont permis la naissance et la distribution de tablettes avec des prix très raisonnables et de multiples applications. Sur ces tablettes, vous pouvez installer toutes sortes d'applications. Donc, vous pouvez avoir des lectures qui ne sont pas forcément liées à une boutique, mais à plusieurs boutiques. Et vous avez la possibilité, puisque ce sont des applications qui se mettent à jour facilement, d'y trouver pas mal d'innovations. Vous avez les innovations qui viennent plus rapidement dans le monde des applications que dans le monde des liseuses. Les conforts de lecture sont assez fréquemment autour des tablettes 7 pouces pour ce qui est de la lecture, l'expérience de lecture. Au niveau de la lecture seule, on pourrait dire que les liseuses sont, puisqu'elles ne sont dédiées qu'à ça, c'est très bien. Toute personne qui achète une liseuse ou qui reçoit une liseuse en cadeau va lire, mais on s'aperçoit, les chiffres disent qu'en gros, guère plus de la moitié des liseuses sont activées. Donc c'est un peu déceptif. Ensuite, la lecture sur tablette ou sur smartphone, elle s'étend vraiment, elle progresse. Elle n'est pas bien sûr l'activité principale que l'on a sur une tablette ou sur un smartphone, mais elle progresse beaucoup, grâce en particulier au monde Android qui devient très très large. Mais c'est surtout parce qu'en fait, il y a cette forme de libération entre la tablette et l'application. Je peux très bien avoir une tablette Kobo et lire avec la Google Play, ou avoir un smartphone iPhone et lire avec un autre, l'application Kobo, par exemple. Tout est possible. Il n'y a qu'un seul et unique acteur où rien n'est possible en dehors de lui-même, c'est Amazon, où il faut avoir la tablette Amazon ou la liseuse Amazon, l'application Amazon, les fichiers Amazon, l'ADRM Amazon, enfin bon, ça c'est le monde fermé. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui le seul et unique acteur, en dehors de l'ensemble des acteurs de la planète, à avoir un système propriétaire. Vous avez, dans le cadre de l'IDPF, à peu près tous les acteurs de la planète. Maintenant, il y a plus de 400 membres à l'IDPF, des Asiatiques, des Japonais, bien sûr des Anglo-Saxons, des Européens. Tout le monde est là, aussi bien les développeurs d'applications, les grands acteurs comme Google, Apple, etc., mais aussi les grands acteurs éditoriaux, et les éditeurs de manga au Japon, les Coréens. Mais il n'y a pas Amazon. Et Amazon est tout seul dans son monde. Voilà.
Quant aux livres eux-mêmes, les livres numériques sont assez faiblement vendus encore sur le marché français. La proportion reste faible par rapport à la version papier. Elle croît régulièrement. Elle croît chez tous les acteurs. Il y a encore assez peu d'acteurs en France, malheureusement, pour vendre des livres numériques. Et les catalogues ne sont pas tout à fait terminés. Même s'il y a un effort constant sur les nouveautés, et total, même dans le principe des contrats de distribution de livres numériques, on a mis en place une obligation. On s'est donné, éditeur, nous-mêmes, une obligation de livrer la version numérique en même temps que la version papier. Ça fait partie des contraintes qu'on va explorer tout à l'heure. Voilà. Mais dans d'autres pays comme les États-Unis, la proportion de livres de lecture numérique est bien au-delà de 30%. Et au Royaume-Uni, dans le monde anglo-saxon, elle a également dépassé 20%. Voilà, par exemple, quelques succès de l'année 2014. Astérix, c'est évidemment la trilogie. Oui ? Ah, pardon. Voilà, je voudrais aborder avec vous un peu quels sont les engagements qu'il y a entre l'éditeur et le distributeur. Donc vous avez certainement entendu parler de ces difficultés que Hachette a rencontrées avec Amazon aux États-Unis en 2014. C'est une des choses qui est vraiment très difficile et très lourde et qui a beaucoup d'implications en termes de chaîne du livre et même d'existence à terme des libraires et des éditeurs. C'est la capacité d'être en accord sur un contrat qui soit assez fair-play entre les deux parties. Et ce contrat qui a été mis en place, en particulier en Europe, mais aussi aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le contrat d'agent, ou dit contrat de commissionnaire, qui permet quand même d'avoir une bonne relation contractuelle avec les distributeurs. Les distributeurs, ces acteurs qui vendent les livres numériques, agissent au nom de l'éditeur. Ce n'est pas comme dans le livre papier où si vous êtes libraire, vous achetez les livres et ils sont payés au moment où vous les livrez. C'est vous qui devez payer libraire les livres que vous allez vendre. Ensuite, vous les vendez plus ou moins. Et si vous n'en avez pas vendu tous, vous pouvez faire des retours. Donc c'est un mécanisme très différent. Là, il s'agit d'un acteur commissionnaire qui va agir au nom de l'éditeur. Et il y a un certain nombre de limites territoriales. On va le voir cette année particulièrement. Les questions de territoire, de gestion des territoires sont fondamentales. On est soumis aussi à des problématiques de droit d'auteur. L'auteur peut avoir écrit, par exemple, le cas classique, un auteur québécois qui a publié au Québec un titre et qui le publie aussi chez un autre éditeur en France. Cet éditeur qui a publié ce titre au Québec le vend au Québec. L'éditeur français n'a pas le droit de vendre son livre, le livre de cet auteur, au Canada, au Québec, parce que sinon il viendrait concurrencer. Donc c'est ce droit d'auteur. Donc l'auteur a mis en place avec l'éditeur un certain nombre de contrats. Il faut respecter ces territorialités, bien sûr, parce que dès qu'on passe dans la distribution numérique, on passe sur la planète. Autant les livres papier, c'est de la distribution physique. On va avoir des entrepôts, d'immenses entrepôts en France, peut-être en Belgique, en Suisse, etc. Mais dès qu'on attaque l'Internet, là, on peut vendre en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, tout de suite. Donc il y a une gestion des territoires qui est très importante. Et très récemment, en France en particulier, vous savez qu'en Europe, depuis 2015, depuis le 1er janvier 2015, c'est la TVA du pays de destination qui s'applique. Alors c'est un peu compliqué, mais ce sont des règles qui sont assez lourdes pour nous à gérer. C'est-à-dire que si un internaute belge achète un livre numérique que nous avons produit en France, il va payer avec la TVA belge, et qui n'est pas la même que la TVA française. Si je suis français, je paye avec une certaine TVA, etc. Et ça, ce sont des règles communautaires très très lourdes qui viennent de changer et que nous avons eu à gérer. Donc le commissionnaire, c'est-à-dire le revendeur, a plein d'obligations, heureusement, fournir des informations commerciales, vendre les livres à la date du papier, il n'a pas le droit de le vendre avant,
gérer les paiements, facturer, collecter la TVA, envoyer les rapports de vente. Mais par contre, il a interdiction de fixer les prix ou de faire des offres de prix. Ça, c'est très important. C'est-à-dire c'est quand même l'éditeur qui gère le marché et qui gère le prix. Quant à l'auditeur, il a aussi des obligations. Ces obligations, c'est qu'il n'y a pas de raison de faire une opération particulière avec un distributeur ou un revendeur différente d'avec un autre revendeur. C'est ce qui se passe dans le papier. On ne va pas, par exemple, mettre des livres en vente dans une librairie et pas dans une autre. C'est interdit. Enfin, je veux dire, c'est par principe. On ne va pas aller à la FNAC à Lille, mettre les livres, mais on va pas, et ne pas les mettre au Furet du Nord. Cette notion de parité s'impose aussi dans le numérique. Elle s'impose à nous, éditeurs. On ne fait rien qui soit contre un distributeur en particulier. On détermine les prix de vente, on détermine les territoires, sauf pour les livres enrichis et les livres expérimentaux, où là, il peut y avoir des soucis techniques chez l'un ou l'autre acteur. Voilà. Alors, si on a pu acheter un livre numérique, c'est qu'il a été disponible à un moment donné dans une librairie. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui sont des libraires numériques qui mettent en avant les produits des éditeurs. Ils les mettent en avant pour différents modes d'accès, en général le téléchargement, mais ça peut être quelquefois en streaming. Et puis, ils permettent aussi de gérer, ces acteurs, des bibliothèques personnelles, de faire des synchronisations entre différents appareils, etc. Les principaux acteurs de ces libraires numériques en France, c'est bien sûr Apple, Amazon, Fnac et Kobo qui ont un partenariat technique. Il y a aussi Google qui est intervenu quelque temps après et l'acteur en français Numilog qui irrigue plusieurs dizaines, voire plus de 100 libraires de ville. Et la grande question que l'on se pose, c'est si je veux acheter un livre numérique chez mon libraire de ville, parce que sinon, si j'achète toujours chez Google ou Fnac ou Apple, on va faire disparaître, le numérique va faire disparaître la librairie française à terme. Eh bien, il y a un acteur qui s'appelle Numilog qui gère et offre des services à plus d'une centaine de libraires en ville. C'est-à-dire que vous pouvez aller chez votre libraire de ville et non seulement avoir des conseils, comme c'est le cas sur les livres papier, mais vous pouvez aussi avoir la possibilité d'acheter des livres numériques. Ça, c'est donc toute la démarche de l'internaute. La démarche de l'internaute, c'est je m'informe sur des livres, je revois des revues de livres et j'ai l'intention de chercher un livre. Je le trouve dans une boutique, je le mets sur ma tablette, ma liseuse et je le lis. Mais qu'est-ce qui se passe en amont? En amont, c'est le processus de distribution. La distribution, c'est un outil qui est très important pour garantir la mise à disposition des livres papier, bien sûr aussi numériques, c'est l'ensemble des acteurs. Il n'y a pas d'entrepôt papier pour les livres numériques, mais il y a des entrepôts numériques et il y a toute une synchronisation par rapport aux dates de parution. Comme Hachette Livre est un gros acteur de distribution papier, sa structure de distribution a aussi pris en charge la distribution des livres numériques. Et nous avons créé notre propre outil de distribution qu'on appelle un Digital Asset Delivery, donc un DAD, qui doit être le plus performant possible pour informer tous les distributeurs des nouveaux titres, évidemment, mais également de toute évolution, que ce soit une évolution de prix, une évolution de photos de couverture, de toutes ces informations. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de mises à jour. Voilà le schéma de principe de cet outil de distribution.
Donc, nous avons en haut à gauche les équipes éditoriales qui déclarent dans le système d'information les livres, qui les décrivent, qui fabriquent les couvertures et mettent les couvertures comme outil marketing. Et c'est ce qu'on appelle le TIM, le Title Information Management. C'est un grand système qui permet à toutes nos 60 marques d'alimenter les articles et les informations sur ces articles, de mettre les prix, les territoires distribués, etc. Et toutes ces informations-là ne sont pas perdues de façon très, très dispersée. Elles sont rassemblées dans des flux de métadonnées très précis. C'est là que la Normonix intervient pour alimenter au centre notre outil de distribution. À droite, les équipes de fabrication des maisons d'édition où la fabrication centrale s'occupe de faire fabriquer les e-books. Les e-books sont fabriqués en synchronisation avec la fabrication du livre papier. C'est-à-dire que lorsque le livre papier est complètement validé par l'éditeur et qu'il est en bon à tirer éditeur, il va partir en impression. Au même moment, parce que comme on sait que le contenu est définitif, on transforme ce produit en un e-book, de façon à ce que l'e-book soit prêt au moment où le livre papier va être distribué. Entre le moment où le livre papier est bon à tirer et le moment où il va paraître officiellement, la durée minimum, c'est en gros 15 jours. Il peut y avoir 2-3 jours, un peu plus de fabrication, d'impression. Et après, vous avez une dizaine de jours de logistique. Dans le papier, comme il faut alimenter les libraires physiques, les librairies aussi bien à Strasbourg, Biarritz, Lille, il y a des délais de transport pour ces nouveautés. Et donc pour qu'elles soient toutes alimentées, ces librairies, par les toutes dernières nouveautés, il faut un certain délai. Pendant ce temps, l'e-book est fabriqué. Donc on fabrique un EPUB, et en général on rajoute un extrait, parce que c'est aussi par les extraits que peuvent être découverts les contenus. Et on arrive dans un système qu'on appelle le Digital Asset Management, c'est le DAM. Donc le DAM, c'est l'outil qui va gérer les contenus publiés. On l'avait déjà cet outil pour tout ce qui est contenu publié papier, donc les PDF, etc. Là on a un outil qui va recevoir tous ces fichiers et qui les reçoit à chaque fois qu'on les fabrique ou qu'on les refabrique. Et l'un des points fondamentaux de ce DAM par rapport aux e-books, c'est le contrôle. S'il y a un certain nombre de standards, en particulier l'EPUB, il y a donc des règles à respecter. Un EPUB est basé, comme vous le savez, sur un certain nombre de technologies, HTML, CSS, et il a une certaine structure. Cette structure doit être vérifiée de façon à ce qu'on ne publie pas un EPUB qui ne serait pas opérationnel. Donc ces contrôles-là sont en place, ils sont très automatisés, et si jamais il y a un EPUB qui ne passe pas les contrôles, il est renvoyé au fournisseur. Une fois que c'est bon, ces fichiers-là, ces contenus numériques, sont envoyés aussi au Digital Asset Delivery, au DAD. Et ces trois outils sont fondamentaux pour alimenter les distributions numériques. Voilà. Ensuite, le DAD, c'est une équipe, c'est un outil, c'est une équipe qui vérifie de façon ultime les fichiers et les métadonnées et qui assure la distribution vers tous les acteurs de l'ensemble des contrats. Donc c'est une opération assez massive puisqu'on va envoyer des centaines disons une centaine de titres par jour en moyenne et peut-être des centaines de mises à jour. Si l'éditeur ici décide d'un changement de prix ou décide sur un titre de revoir le texte de présentation éditoriale ou si comme ça arrive, le titre a un prix Goncourt, un prix interallié, cet outil-là va contenir une photo de la couverture,
va contenir la couverture du livre, avec en plus un bandeau, puisque le bandeau est promotionnel. Donc toutes ces informations peuvent changer sans qu'il y ait changement de l'e-book. Et comme il y a changement, ces données sont propagées par les métadonnées vers les distributeurs. Les envois des métadonnées vers les distributeurs, les envois des fichiers des métadonnées vers les distributeurs, c'est quelque chose que nous faisons de façon assez fine, puisqu'on a 3 envois par jour. Tous les jours, on envoie 3 fois les données, les informations. Mais c'est assez complexe parce qu'en face, les acteurs qui reçoivent ne digèrent pas aussi vite qu'on voudrait. Certains, comme Apple, digèrent en quelques heures toute nouvelle information. D'autres vont mettre jusqu'à 3 jours. En particulier, on a une difficulté qu'on essaye de régler avec eux. C'est que si l'éditeur décide d'une offre promotionnelle de 24 heures, c'est-à-dire que voilà, je décide que la semaine prochaine, le mercredi, eh bien, il y aura un prix plus faible sur ce titre pendant 24 heures, eh bien, s'il faut 3 jours pour l'acteur pour changer le prix, le baisser, et 3 jours pour le remonter, ça ne marche pas. Donc on est confronté dans le numérique à vraiment des ensembles d'outils qui sont en cours de construction. Vraiment, on est tous en train de construire les outils, les moyens d'être performants sur l'ensemble de la distribution. C'est pareil pour les EPUB, hein, comme je vous ai expliqué. On a dû refabriquer les EPUB un certain nombre de fois. Alors, il peut y avoir des raisons éditoriales de refabrication d'un EPUB, parce que, par exemple, à l'occasion d'une réimpression pour un titre qui marche bien, à l'occasion d'une réimpression d'un titre papier, il va y avoir quelques coquilles de corrigées. Donc, comme il y a quelques coquilles de corrigées, on refait un EPUB qui, lui, est à jour des dernières corrections. Et à ce moment-là, on envoie l'EPUB. Mais il y a aussi des raisons techniques. On a en ce moment une grosse opération de remise à niveau de nos EPUB, parce qu'on a des nouveaux acteurs que l'on distribue aux US, et quand ils voient arriver nos EPUB, ils considèrent que c'est comme si on les a fait fabriquer maintenant. Donc même si c'est un EPUB qui a été fabriqué en 2010 ou en 2011, ils considèrent qu'il a été fabriqué maintenant. Donc ils le contrôlent avec les derniers outils disponibles, et ils le contrôlent en particulier avec l'outil qui s'appelle EPUB Check. Et cet outil d'EPUB Check d'aujourd'hui, il est plus contraignant que celui que nous avions en 2010, c'est donc notre fichier à rejeter. Donc on est en train de remettre à niveau nos EPUB. Donc, une des choses qui est très importante à comprendre dans la création de fichiers, même dans un standard comme EPUB, c'est que, comme je l'ai déjà dit, ça peut être fabriqué de nombreuses fois. Donc ces acteurs-là en fin de chaîne mettent en vente, collectent les ventes des e-books et remontent vers nos éditeurs en interne à la fois des flux financiers qui vont aller vers la compta, et à la fois des flux de quantité de vente qui vont vers les statistiques internes. Tous ces éléments-là aussi sont des outils extrêmement difficiles, extrêmement contraignants. Il faut savoir que sur un catalogue de 25 à 30 000 titres, on a vraiment des problématiques de est-ce que tel ou tel acteur affiche bien sur sa boutique ces 25 à 30 000 titres. Et ce qui fait qu'on a cette équipe là, qui est là, elle fait des contrôles au moins une fois par mois de l'intégralité du catalogue présenté par exemple Kobo par rapport à l'intégralité des titres que nous avons envoyés à Kobo. Et même si ce sont des automatismes, il y a toujours des différences. Avec tous, il y a des différences en termes de couverture de catalogue. Il y a des titres qu'on leur a envoyés qui ne sont pas présents. Pourquoi ? C'est des choses comme ça, sur les masses, il y a toujours cette difficulté. Et puis après, il y a aussi les respects des prix. Le respect des prix, c'est-à-dire que tel titre est vendu à tel prix pendant telle période, est-ce que c'est vraiment respecté ? Et vous savez, si nous, on ne fait pas attention à ça, il y en a un qui fait attention à ça en permanence, c'est Amazon. Amazon, il a des équipes, à mon avis, à croire qu'Amazon a des équipes qui, en permanence, scrutent les prix de nos livres chez les autres. Et dès qu'il y a une différence, tout de suite, on a un mail. C'est extrêmement touchy, extrêmement touchy. Donc c'est l'importance d'être dans un store check, on contrôle ce que la boutique vend, et aussi dans la qualité de l'information, particulièrement sur les prix. C'est parce qu'en fait, le numérique
Alors il y a des aspects innovants, il y a des aspects futuristes, et on essaye toujours d'œuvrer là-dessus, mais il y a aussi la nécessité d'être capable de jouer sur les grandes masses. On doit avoir à peu près entre 15 et 20 000 titres de littérature générale chez Hachette. Quand on va les passer en EPUB 3, c'est sûr, on va le faire, mais ça ne va pas être fait comme ça. Sur cette masse-là, il va y avoir pas mal de travail. Donc il y a toujours la nécessité d'être conscient des grandes masses. Voilà, c'est à peu près clair pour vous ? Comment on fabrique alors ces packages qu'on va livrer, ces paquets de données? On les fabrique donc dans cet outil à l'aide des fichiers, des métadonnées, des images, et on pousse les informations qui ont été déterminées par l'éditeur sur le territoire de vente, la date de mise en vente et le territoire autorisé. Les premières fois qu'on a travaillé avec certains nouveaux acteurs, on a toujours eu des inquiétudes, parce qu'il y avait même des acteurs qui ne respectaient pas la date de parution. C'est-à-dire à partir du moment où ils recevaient l'e-book, hop, ils le mettaient en vente. Et pourtant, on leur a envoyé, c'est un titre, nouveauté, d'accord, mais qui va paraître la semaine prochaine. Donc vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il a fallu petit à petit. On s'est auto-éduqué, aussi bien nous chez Hachette, on a appris des choses, mais il a fallu apprendre à l'ensemble des acteurs de la chaîne qu'il y avait un certain nombre de règles. Et même, c'est pas forcément les petits acteurs, hein, c'est même les gros acteurs qui quelquefois nous font des surprises. On a par exemple déterminé un certain nombre de territoires autorisés pour un gros acteur en France, et puis on s'est aperçu que ce livre, pour lequel on avait signé des contrats sur l'Europe, il a été vendu aux US. Il y a une fuite. Et donc, pourquoi il était vendu aux US alors que ce n'était pas prévu? Les données qu'on a envoyées interdisaient le contrôle, le vente aux US. Donc, il y a vraiment beaucoup de mouvements browniens dans ce processus. Quelles sont les métadonnées fondamentales que nous devons obligatoirement avoir pour pouvoir mettre en vente un livre numérique? C'est celle-là, le titre, bien sûr l'identifiant qu'on appelle l'ISBN ou le AN numérique, mais le titre, les auteurs, les textes, l'information support physique, c'est-à-dire est-ce que c'est un EPUB ou un PDF, les notions de thématique, ça c'est des notions importantes pour classifier. Une boutique va vous dire ça c'est de la littérature générale, ça c'est du pratique, ça c'est de la cuisine, ça c'est du tourisme, ça c'est dans les thématiques. Un état de commercialisation, qui veut dire en général on commercialise, mais il y a aussi la problématique des retraits. C'est-à-dire qu'il y a des titres qui ne sont plus commercialisés, parce qu'ils ont une durée de vie, par exemple ce sont des titres millésimés, ils ont une durée de vie sur une année, donc ils sont remplacés par un nouveau titre de l'année d'après. Il faut que l'acteur qui a ce titre en ligne le retire pour mettre le nouveau titre. S'il ne le retire pas, il y a un problème, c'est-à-dire que nous lui envoyons un statut de commercialisation qui dit « Ah, on arrête la commercialisation de ce titre », il faut qu'il l'interprète et qu'il agisse pour ne plus commercialiser l'ancien titre, mais au profit du nouveau. Les prix, bien sûr, par pays, la relation avec l'ouvrage papier, les dates de parution et l'image de couverture. Voilà, les grands fondamentaux de la distribution, c'est ça. Des métadonnées qui doivent être complètes, des e-books qui doivent être vérifiés, et à la fois une notion de parité, hein, on envoie à tous en même temps. On ne peut pas envoyer à l'un, puis le lendemain ou 3 jours après à l'autre. On envoie à tous en même temps, ça s'appelle la parité. Et une notion de synchronicité avec le papier. C'est-à-dire qu'on envoie avant la date de parution du papier, on envoie l'e-book pour qu'il puisse être disponible chez le distributeur au moment où le livre papier paraît. Avec des avantages aussi du numérique, c'est qu'un certain nombre d'acteurs numériques savent faire aussi des précommandes. C'est-à-dire qu'avant parution, certains acteurs affichent le titre, ne permettent pas de le télécharger encore, mais affichent le titre pour que je puisse, moi, internaute, faire une précommande. C'est-à-dire, je sais que tel titre va paraître, je suis intéressé, une semaine avant, je peux le précommander. Et c'est très intéressant d'avoir cette démarche, parce qu'en fait, là, on a introduit des effets grâce au numérique qui ne sont pas possibles dans le papier.
Alors maintenant, on va passer sur la problématique de la version numérique du livre. Là, je parle de façon industrielle donc de la version numérique dite homothétique. Bien sûr, nous essayons et continuons d'essayer, nous avons des projets de prototypes. Vous verrez, je pense, dans quelques temps, un collègue de mon équipe qui s'appelle Vincent Gros, qui viendra vous parler d'un certain nombre d'innovations sur lesquelles nous travaillons. Mais dans le cadre des processus industriels d'un grand groupe comme le nôtre, nous avons une démarche de restituer donc, en même temps que le livre papier, le livre numérique à la date de parution. C'est ce qu'on appelle les livres homothétiques. Cette définition-là, elle a plusieurs facettes. La première facette que je viens d'expliquer, c'est la mise à disposition en numérique en même temps que le papier. C'est pour dire, en gros, que le canal numérique est un canal à côté du papier. Donc ça, c'est une banalisation du numérique. On ne fait pas du numérique pour faire du numérique, c'est un canal de vente. Et un autre élément, c'est la fiscalité. J'ai parlé de TVA qui changeait tout à l'heure, mais là, je vais encore reparler de TVA. C'est que vous savez que la fiscalité du livre est un taux réduit par rapport à une fiscalité normale. Si vous achetez quelque chose en magasin, un produit standard, il a en général une TVA à 20%. Le livre, en tant que produit culturel, a une TVA plutôt à 5%, 5,5, ça varie, 5,5 disons aujourd'hui. Cette TVA du livre, parce que c'est un produit culturel, cette TVA réduite, il a fallu longtemps se battre déjà en France pour que le livre numérique ne soit pas considéré comme un produit de type téléchargement, donc taxé au taux élevé. Donc la France a adopté le fait que le livre numérique est une version numérique du livre papier, en particulier pour les produits homothétiques. Donc si on est un livre homothétique, c'est-à-dire qu'il y a exactement le même contenu dans le livre numérique par rapport au papier, il est éligible à la TVA réduite. Pour tous les livres enrichis qui contiennent plus que ce qu'il y a dans le papier, en particulier s'il y a des vidéos, ou s'il y a des JavaScript, ou s'il y a de l'interactivité, ou s'il y a des fichiers audio qui ne correspondent pas au texte du livre, mais qui sont des ajouts, des interviews, des choses comme ça, on arrive dans du livre enrichi, et là on n'est plus dans la version homothétique du livre papier, et donc on passe à une TVA de 20%. La seule exception, c'est le fait d'avoir par exemple un fichier audio du texte du livre. C'est intéressant pour les malvoyants ou un certain nombre de choses, ou pour faire de la synchronisation entre texte et images, entre texte et son, pour des livres pour enfants par exemple. On peut avoir le texte du livre qui a été enregistré par une voix humaine et assurer une synchronisation avec une mise en évidence du texte en même temps que le son avance. Si le son qui est dans le fichier e-book, c'est le texte du livre, il n'y a pas vraiment d'ajout de contenu. Il y a simplement une expression différente, une représentation différente du contenu. À ce moment-là, on reste dans l'homothétique et on reste dans TVA 5.5. Vous voyez les subtilités auxquelles on est confronté. Donc, les e-books homothétiques, c'est des e-books qui respectent les ingrédients du papier, que ce soit tous ces contenus, qui savent le faire vivre, ce livre numérique, par tout un tas de liens, de notes, éventuellement d'index, de renvois internes. Ça, c'est pour vraiment la mise à disposition des nouveautés, en particulier du côté de la littérature générale, mais pas seulement, en livre EPUB. Et puis, depuis plusieurs années maintenant, vous savez que, ou peut-être vous ne le savez pas, le standard EPUB a permis non seulement de mettre en œuvre des livres textes, genre littérature générale, mais également des livres mis en page sophistiqués, avec mise en page sophistiquée jusqu'à la bande dessinée, par ce qu'on appelle le fixed layout. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, le fixed layout? Tout le monde? Non? Ah, un sujet intéressant. Alors on va l'aborder. Mais si on regarde tout ce qu'on doit mettre dans un e-book, on peut se poser la question, quels sont les formats à notre disposition? Bon, le grand format classique,
c'est le format PDF, qui est encore sans doute utilisé beaucoup dans le monde universitaire, à cause des bibliothèques universitaires. Mais le format PDF, c'est un format qui garantit la mise en page telle que papier. Il a été développé par Adobe, il n'est plus propriété d'Adobe, c'est une norme ISO maintenant. Le vrai problème qu'on a avec ce format, c'est qu'il n'y a plus aucune innovation dans le monde du PDF. Nous qui avons besoin d'innovation pour faire des tas de choses intéressantes, de faire de l'interactivité, de faire utiliser tout ce qui se passe dans la mobilité, dans l'accessibilité, tout cela on en a besoin dans l'e-book. Avec le format EPUB, on a l'Open Web Platform qui n'arrête pas d'innover, HTML5, CSS3, etc. Dans le PDF, il n'y a plus d'innovation. Le PDF, c'est formidable et on en a besoin, nous autres éditeurs, pour garantir la bonne impression du papier. Mais pour ce qui est des potentialités de distribution de contenu en numérique, c'est un format qui est actuellement dans une impasse, hein, donc qui peut continuer à vivre, il peut exercer encore son office, mais il n'a plus d'innovation. Un autre souci, c'est que PDF a fait l'objet de grandes querelles entre Adobe et Apple en particulier, et Apple n'a pas voulu du PDF, et donc c'est un des obstacles. L'autre format qui, lui, malheureusement propriétaire, c'est le format d'Amazon, le format Kindle. Le format Kindle est un format qui pose des soucis techniques, qui a longtemps posé des soucis techniques, surtout dans sa version avant 2012, quand ils étaient en format Mobi 7. Il faut savoir que ce format est d'origine française, c'est la société MobiPocket qui a été rachetée par Amazon, et qui était basé non pas sur le HTML et CSS, mais sur d'autres types de technologies, et qui fait qu'au départ, ils ne savaient pas bien restituer même le texte. On a dû, nous, faire des tests avancés, surtout en l'année 2012, pour vérifier que leur nouvelle version, le KF8, était capable de restituer correctement. Là, j'ai un exemple de restitution correcte de cet EPUB là qui est dans un outil qui s'appelle Ridium et là qui est en KF8. Mais si j'avais pu vous montrer la version d'avant, j'étais pas trop critique quand même, mais la version d'avant, on avait perdu tous les textes sur le fond couleur, on avait perdu tous les encadrés, on avait perdu les centrages, bon, c'était une catastrophe. Et quand Amazon nous a rencontrés, a souhaité nous voir en début 2012 en nous disant oui, on a une nouvelle version, ça s'appelle KF8. La première chose qu'ils disaient, mais notre format Kindle n'a pas évolué pendant 4 ans. Peut-être pour nous rassurer, mais moi j'ai trouvé ça assez problématique. Donc c'est un format qui existe, et il n'est pas défini. Il n'est pas défini, vous ne trouverez jamais nulle part les spécifications de ce format. Il est complètement opaque. Il est plus ou moins craquable, évidemment, mais il est complètement opaque. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas fabriquer du KF8. On peut faire des EPUB, et Amazon met à notre disposition un outil de conversion. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez faire un fichier KF8, utiliser l'outil de conversion d'Amazon, qui s'appelle KindleGen. Vous faites un EPUB et vous obtenez en conversion par cet outil d'Amazon. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans cet outil, mais il fait un KF8. Okay. Et donc, il est difficile d'imaginer de pouvoir fabriquer nous-mêmes des KF8 directement. C'est impossible, et c'est parce que la spécification est opaque. Voilà. Et bien sûr, je recommande l'EPUB, qui est le format ouvert de l'IDPF, qui a maintenant dans sa version 3, est complètement basé sur l'Open Web Platform. Ce qu'on appelle l'Open Web Platform, c'est tous les outils qui servent au web, essentiellement le HTML5, CSS3, ainsi que tout le JavaScript, l'audio, la vidéo, le MathML, le SVG pour les graphiques, l'intégration de toutes les langues et toutes les écritures hein, par l'intégration d'Unicode. Et puis les outils de synchronisation texte-audio, vraiment, il est complet. Aujourd'hui, par rapport au monde de l'édition, je ne peux pas dire que EPUB 3 manque d'une brique
pour mettre n'importe quel livre. Je pense que si je prends n'importe quel livre de n'importe quelle maison d'édition, il peut être traduit en EPUB 3. Qu'il y ait des maths, qu'il y ait des dessins vectoriels, qu'il y ait des quiz, qu'il y ait des interactivités, tout ça peut être traduit en EPUB 3. Le problème qu'on a, c'est que tous les acteurs qui lisent de l'EPUB ne savent pas encore lire de l'EPUB 3. Donc, ce qui fait que si on, par exemple... Il y a aussi le problème de la restitution dans l'outil de lecture. Voilà, exactement. La spécification qui est là depuis octobre 2011 est complète. La prise en compte de cette spécification par l'ensemble des acteurs qui développent est incomplète. C'est pour ça qu'il y a eu cet effort de la part de l'IDPF de créer cette fondation Ridium, qui a été créée il y a maintenant 2 ans pratiquement, puisqu'elle a été annoncée au Salon du Livre de Paris en 2013, c'est ça. Et pourquoi au Salon du Livre de Paris? Parce qu'il y avait beaucoup de membres, la majorité des membres fondateurs sont français. On va parler de la fondation Ridium tout de suite, en fait. Cette fondation a maintenant une 60aine de membres. Ce sont des grandes structures de développement, hein, y compris Adobe, Google, et des acteurs donc, qui veulent mettre en place un moteur de lecture d'EPUB 3 qui prend en compte la totalité de ce que EPUB 3 sait faire. Ce moteur sera disponible en open source pour que d'autres acteurs qui font des applications mettent une carrosserie sur le moteur. La carrosserie, elle va avoir la couleur de celui qui veut la faire. Je dirais, une carrosserie de voiture, c'est pas la même qu'une autre. Mais le moteur restera Ridium et donc permettra d'avoir une garantie de restitution, une garantie de lisibilité de tous les ingrédients de l'EPUB. Le SDK Ridium vient d'être annoncé là ce mois de janvier en version 1. C'est officiel. Et donc, il peut être intégré dans un certain nombre d'acteurs, d'outils de lecture. Les grands outils de lecture qu'il intègre, c'est par exemple les dernières versions de l'Adobe Digital Editions, puisque Adobe fait partie de la fondation. Malheureusement, Adobe n'a pas intégré la toute dernière version de Ridium. Ils prennent des versions antérieures. Et puis il y a beaucoup de petites startups qui sont très motrices, en particulier Montano, startup française, qui a un Montano Reader qui est le plus avancé en termes de reader basé sur Ridium. Montano, ça s'écrit T-A-N-O, pardon. Ils sont très très moteurs, ils ont des bons contacts, c'est une startup, ils sont 5, c'est la folie pour eux parce qu'ils ont le vent en poupe, donc... Voilà. Et alors, ce que veut faire aussi la fondation Ridium, c'est une spécification open source partagée de DRM, c'est-à-dire d'outils de protection qui soient totalement indépendantes des plateformes, qui soient vraiment tout à fait transparentes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur Ridium? Oui, c'est ça. Alors, je disais qu'après Ridium et EPUB 3, la fondation IDPF et le W3C ont publié une note d'intention qui est qu'est-ce que c'est après EPUB 3? Eh bien, c'est quelque chose qui va rompre ou faire disparaître le gap qui existe entre le navigateur et le système de lecture. Aujourd'hui, un EPUB est lu dans une application, donc dans un reading system. Ce n'est pas lisible, à part par Ridium.js, mais ce n'est pas lisible dans tous les navigateurs. Et la note d'intention du W3C avec l'IDPF, ils ont appelé ça EPUB Web. Il y a des contradictions fondamentales. Je veux dire, quelqu'un posait une question récemment, mais pourquoi on n'a pas pris HTML tout simplement pour faire des EPUB? Mais faites une page HTML qui fait 400 000 signes. Faites un fichier HTML qui fait 400 000 signes. Un roman de bonne facture fait 400 000 signes. Faites un fichier HTML de 400 000 signes. Mettez-le même sur votre navigateur, sur votre PC ou votre Mac. Avant qu'il ait fini de formater, c'est fini. Et puis il y a toute la navigation de chapitre en chapitre. Il y a des choses qui sont
enfin, c'est vraiment ce que je disais au début, cette notion de page. La page web, premièrement, une page web, c'est jamais 400 000 signes. Je veux dire, les pages web qu'on fait sur les sites web, c'est jamais des milliers et des milliers de caractères. C'est bon, il y a de l'image, il y a du texte, mais c'est jamais très grand. Et puis en plus, une page web, un fichier HTML, ça a une longueur indéfinie. On ne sait pas quelle est la longueur. Quand on veut mettre en page du texte, pour avoir une expérience de lecture textuelle, avec de la justification, avec des en-têtes et des pieds de page, avec des ruptures où on n'a pas un titre qui est en bas de page, des choses comme ça, là, on tombe sur un obstacle que ne sait pas gérer le web. Donc EPUB Web, c'est ça cette intention. Parce que l'EPUB Web, la note qu'a publié le W3C et l'IDPF, c'est la première intention, c'est être capable de mieux gérer la typographie, la composition, la gestion des pages, les titres courants, enfin tout ce qui fait qu'un livre est lisible. Prenez un routard, par exemple. Prenez un guide du routard. Si vous arrivez par l'index dans un guide du routard e-book, par exemple, à une page donnée, c'est l'hôtel du cheval blanc, et si vous n'avez pas d'en-tête de page, vous êtes dans quelle ville? Vous êtes à quel endroit? Qu'est-ce qui dit dans un livre, un papier routard? C'est que vous avez l'hôtel du cheval blanc parce qu'en haut de la page est répété, en haut de chaque page, la ville en cours. Toutes ces informations-là n'existent pas dans les e-books. Il faudra peut-être trouver d'autres mécanismes, mais la problématique de la restitution n'est pas accessible aujourd'hui dans la version web. Il y a aussi un autre élément par rapport à cette discussion, c'est que le produit EPUB, c'est un produit packagé. C'est-à-dire qu'il est auto-contenu. Tout est là. Une fois que je l'ai téléchargé, je n'ai pas besoin de connexion. Le problème du web, c'est que j'ai besoin d'une connexion. Alors, la lecture streaming, c'est bien, mais si je ne suis plus connecté, je ne peux plus lire. Donc l'intention de l'EPUB Web, c'est d'être dans ces deux modes en permanence, qu'il ne soit plus un obstacle, que je sois à la fois offline et online quand je veux. Si j'écoute Amazon, c'est parce que c'est une société qui est orientée consommateur. Donc, consommateur. C'est leur discours. Parce que c'est un système fermé où ils maîtrisent toute la chaîne depuis les matériels, les logiciels, les fichiers, les DRM, la connexion. Ça, c'est une raison qui perdure encore aujourd'hui. Et l'autre raison, c'est un petit peu la faiblesse d'avoir été pionnier, c'est qu'ils ont encore une base installée énorme. Ils ont encore beaucoup de Kindle 3. Et ces Kindle 3, ils ne savent pas lire le KF8. Ils savent lire que le Mobi 7. Et ils n'ont pas mis en place les outils de mise à jour de leur machine. Dans les années 2010, ils étaient à 80% de part de marché. Là, il n'y a pas photo, on ne va pas faire d'effort. Maintenant, ils sont descendus à 50% aux US. Donc il y a quelque chose qui peut peut-être les interroger, mais pourtant ils sont encore majoritaires, aux US en tout cas. Donc je pense qu'ils sont... Enfin, je ne connais pas je suis pas dans les secrets d'Amazon, mais à mon avis, il me semble que la convergence de l'ensemble des acteurs du marché qui va de plus en plus vers un seul et unique acteur en dehors de cette convergence, va risquer de les pousser quelque part en difficulté. On sent des frémissements d'innovation, et aussi avec les auteurs. C'est assez rare, mais des auteurs qui pensent au numérique en termes d'accessibilité, de mobilité, qui pensent peut-être à la création en termes de graphisme en amont. Enfin, il y a toutes ces choses-là existent. Il y a tout le travail qui a été fait autour de la bande dessinée, et en particulier avec les formats de bande dessinée du web, toutes ces créativités qu'il y a sur le web. Il y a une société qui s'appelle Second City qui vient d'ouvrir avec des projets. Je ne sais pas si vous connaissez Samuel Petit, mais il y a vraiment des projets de rapprocher. Il y a eu un atelier même en France l'année dernière, un atelier IDPF sur qu'est-ce que la bande dessinée sur le web et toute cette créativité, comment pourrait-on faire en sorte que EPUB 3 l'intègre comme un format de diffusion qui permette de se saisir de ces innovations.
Alors, c'est pas forcément pour les mettre dans EPUB 3, puisque EPUB 3, on sait aussi, avec EPUB Web, va revenir vers le web. Donc, mais c'est pour que ce type de créativité puisse être un produit numérique. Donc, ça, c'est embryonnaire. Hein. Moi, je dis un peu, c'est comme la grippe. Pourquoi c'est comme la grippe? Parce que vous savez que la grippe, en gros, quand il y a un bon gros virus, vous avez un premier pointe de fièvre, puis ça descend, puis vous avez une deuxième pointe de fièvre. Alors la première pointe de fièvre, on l'a eu, c'est les e-books homothétiques, c'est les EPUB, c'est les canaux de distribution, c'est la parité, la synchronicité, c'est la TVA, tout ça. On a fait tout ce boulot. Mais on n'a pas fait le boulot de créativité. Il n'est pas encore commencé. De façon très embryonnaire, il y a eu des produits, l'herbier des fées, toutes sortes de produits qui ont été des coûts, parce que c'est des produits unitaires. Et c'est une création qui a coûté fort cher, mais qui ne trouve pas sa rentabilité, mais qui est une immense possibilité de créativité. Maintenant, il faut que la créativité soit là, et que probablement on ait aussi des outils auteurs EPUB 3 qu'on n'a pas. C'est une des briques qui manque. C'est-à-dire que je crée, mais mon fichier de sous-jacent, c'est un EPUB 3. Et dès que j'ai fini de créer, j'ai mon EPUB. Éventuellement, je n'ai plus besoin même de me dire qu'il va être imprimé. Alors c'est vrai que chez nos éditeurs du monde du livre, ils sont d'abord, vis-à-vis des auteurs, dans une problématique de parution, d'écriture, et donc de produits papier. Mais vous aviez quand même une expérience des CD-ROM, les uns les autres, et Hachette n'était pas parmi les derniers. Donc il y a eu beaucoup de créativité. Est-ce que ça c'est transposable ou est-ce qu'il y a cette table rase de ce passé? Alors ça a été transposé, on va dire, par les applications. On peut dire que les applications, c'est les nouveaux CD-ROM, hein. C'est avec plus de facilité de distribution, une puissance de développement extraordinaire, des écrans, des contenus, des bases de données. C'est énorme tout ce qu'on peut faire en application. Mais c'est pareil, là, on s'aperçoit que le marché étant ce qu'il est, la créativité n'est pas porteuse de profit, voilà. Même de rentabilité. Ouais. Et si vous aviez la possibilité de faire développer, je sais pas, des collections spécifiques, vers quoi vous iriez? Qu'est-ce qui vous paraîtrait opportun de faire aujourd'hui, vous en tant qu'Hachette, par exemple, sur ces supports-là? Il y a au moins 2 pistes, si ce n'est 3, d'innovation possibles. Il y a la piste qui est la piste de la créativité, c'est-à-dire en fait de l'écriture et du multimédia, etc. Et ça, c'est probablement de jeunes auteurs ou des jeunes qui s'emparent des outils du web pour ça. On l'a vu dans la bande dessinée sur le web, mais on peut imaginer d'autres créativités, d'autres. Donc ça va rester vraiment une créativité unitaire. Et heureusement, avec les outils techniques du web, la possibilité, par tout ce qu'il y a maintenant, d'une traduction possible en e-book. Moi, je vois une autre créativité, une autre piste d'innovation, c'est celle qui est liée beaucoup plus à l'éditorialisation, qui n'est pas contradictoire, mais qui est à côté. Par exemple, on a, nous, dans nos équipes éditoriales, des gens qui font de l'éditorialisation avec de la sémantique très forte. C'est ce sur quoi a travaillé Vincent Gros, que vous verrez. On a, nous, et moi c'est mon boulot depuis 20 ans, de dire aux éditeurs, quand vous écrivez, ce n'est pas des paragraphes, c'est de l'information, c'est de la donnée. Quand vous écrivez un routard, ce n'est pas simplement des paragraphes avec du gras, du rouge, etc. Mais ça, ce paragraphe-là, c'est une information d'un hôtel, ça c'est une information d'un musée, ça c'est un site à visiter, ça c'est une ville. Donc il y a de l'information. Et cette sémantique-là, on s'en foutait pour le papier. Le papier marche si on a les choses qui sont proprement présentées. Mais la sémantique, on la perd, bien sûr on a tous ces petits pictos, etc. Mais dans l'e-book, les premiers travaux d'aller vers l'e-book, c'est aller vers HTML. Et bien HTML, par rapport à un XML riche où vous avez toute la sémantique du contenu, HTML, c'est patatrac. Il est possible qu'un acteur qui, par exemple, fait comme le XML du guide achète des vins, parce qu'on a un XML du guide achète des vins, où chaque information, si c'est du rouge, du blanc, du rosé, si c'est le prix, le nombre d'étoiles, ça c'est particulièrement balisé. Quand on va vers HTML, on perd tout. Eh bien, il est possible de transporter la sémantique
dans l'EPUB, et on peut, et le rêve qu'on a, c'est d'avoir de toute structure éditorialisée XML d'un éditeur, un EPUB qui soit aussi riche. Ça ne veut pas pour autant dire que un logiciel de lecture, qu'il soit navigateur ou reading system, saura exploiter ça. Mais déjà en prémisse, aujourd'hui, si on fait que des HTML et CSS, on assure la présentation, mais on perd la sémantique. Et là, il y a un axe extrêmement fort d'innovation, qui n'est pas aussi fun que de faire du graphisme et de la création, mais c'est un axe très 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 fort d'innovation par rapport aux usages, la mobilité, la géolocalisation, tout ça. Quand je parle de ces plusieurs milliers, voire 10 à 15 000, enfin 15 à 20 000 titres de littérature générale, chez nous, chez Hachette, ils sont faits sur un XML. Il y a une DTD. Il y a une DTD, il y a un process automatique, et dans cette DTD, on a l'information sémantique. Alors, ce n'est pas une sémantique de localisation, c'est une sémantique de structure. C'est chapitres, appendices, etc. Notes, toutes ces choses-là. Donc ça va nous permettre de faire de l'EPUB 3 sans perte, quand on pourra l'année prochaine, certainement, ou au cours d'année, et d'avoir, par exemple, l'information comme quoi c'est une note qui va donner les moyens à un reading system comme iBooks d'Apple de faire apparaître la note en pop-up. Et non plus comme un lien à la fin. Donc, tout ça, on a cet XML sémantique. Ouais, c'est vrai qu'on est industriel, on ne peut penser qu'en processus industriel, il y a une certaine tradition des métiers, etc. Mais ça peut donner la place à des startups éditoriales qui créeraient du numérique first. Il y en a quelques-unes. Hein. Il y a quelques acteurs qui ont créé des produits numériques qui n'existeront jamais en papier, comme des jeux, bien sûr on en connaît, ou des choses comme ça. Donc là, il y a la porte ouverte à ça. La rentabilité ne sera pas là tout de suite. Mais, et puis, quand même, je suis obligé de le dire, chez Hachette aussi, on a quand même, dans certaines maisons d'édition, parce qu'il y a certains auteurs, parce qu'il y a certains éditeurs, peut-être plus jeunes, une envie d'innover. Et nous, dans la direction innovation, bien sûr, on les accompagne, on les soutient, on fait des recherches. Et quelquefois, on se trouve coincé parce que c'est pas l'innovation qu'ils ont eue qui nous coince, c'est parce que les outils de lecture, ils ne savent pas encore gérer. Il y a des grains de sable, donc il faut qu'après on aille voir les Google, Apple, Kobo, tout ça, en disant on a une innovation super là, et, ah oui, on ne sait pas faire. On est un petit peu entre les deux et la frustration est permanente, hein, c'est sûr. On n'a pas un lab, on est un lab à nous tout seuls, mais on a quand même des contacts avec nos amis, de par aussi l'intégration dans le W3C avec nos amis américains à New York, en Angleterre, on partage des questions, on a un ami... Vous expérimentez des choses, même si c'est... On a bien compris que vous gériez la masse et que votre problématique, c'est les 15 000 titres, mais sur les one-shots, mais qui permettent, par exemple, de tester des innovations d'usage, est-ce que... On expérimente, on a des actions d'assistance au développement sur certains produits, parce que tel ou tel éditeur veut faire une innovation, des choses que je ne peux pas vous dire ici, mais voilà, des choses... Ça remonte vers nous et on les aide, soit techniquement, soit pour trouver un fournisseur qui saura faire, soit pour explorer des choses qu'aucun fournisseur ne sait encore faire. Donc des choses où on va chercher les outils sur le marché. On est présent à la Foire de Londres, à Francfort, on rencontre des gens. Voilà, ça fait partie du... Mais on n'a pas une... Enfin, quand je disais la frustration est permanente, c'est on sent qu'on n'est pas assez sollicité pour de l'innovation. Et nous, on essaye de pousser aussi des idées, mais voilà, mais bon. Mais ça va venir. Attention au deuxième pic de fièvre.